Imagine un jeune garçon prénommé Steven, fasciné par une vieille mine interdite, où, enfant, il s'était déjà aventuré avant qu'un mineur grincheux ne le chasse. Devenu adulte, Steven s'ennuie dans un bureau anonyme. Son âme sent le sable des photocopieurs et le plastique des boîtes qu'il vend. Un midi gris, il abandonne sa purée carotte pour retourner à cette mine qui hante ses souvenirs. Sous la poussière, il déniche deux artefacts, le cube de cristal et le cube de création. En les emboîtant, un portail s'ouvre vers un monde de blocs éclatants, l'Overworld. Ses 25 années d'attente explosent en couleurs. La première abeille géante manque de le piquer, les animaux le regardent sans peur, et Steven se construit, comme un gamin, 3 cabanes successives. Seul hic, la nuit tombe toutes les 20 minutes, libérant des monstres qui assiègent ces murs de planches fraîchement posées. Mais il apprivoise un loup errant, Dennis, qui devient son compagnon fidèle. Ensemble, ils bâtissent fermes, fêtes improvisées, amitié avec Panda et Vache, un paradis qui file à toute vitesse. Un jour, Steven découvre un second portail menant au Nether, monde noir et suffocant. Là règnent les piglins menés par la sorcière Malgocha, prêt à tout pour arracher le cube de création qui bat sur sa poitrine comme un cœur interdit. Steven confie le cube à son chien qui galopera vers le monde normal. Pendant ce temps, sur notre Terre, Garrett, ex-légende du jeu vidéo devenu brocanteur ruiné, vide des garages à la recherche d'objets revendables. Il tombe sur un bizarre cube lumineux, le même cube de création, qu'il considère comme une lampe hors service. Non loin, les orphelins Nathalie et Henry emménagent en ville. Nathalie prend un job modeste. Henry, rêveur à la Tesla, bricole un jetpack de fortune qui finit par pulvériser le parking de l'entreprise de sa sœur, l'envoyant direct chez la directrice Marle. Pour éviter des ennuis, Henry supplie Garrett de se faire passer pour son oncle. La directrice tombe sous le charme bourru de l'ex-gamer qui n'en profite que pour filer. Dans la boutique en désordre de Garrett, Henry sent le cube résonner. Une note d'avertissement dit de ne jamais l'associer au cube de cristal. Alors évidemment, ils le font. La vibration les guide vers la vieille mine de Steven. Nathalie, inquiète de la disparition de son frère, suit le signal jusqu'au portail. Garrett, Nathalie, Henry et la dynamique agent immobilière Dawn, intrigués, se retrouvent aspirés ensemble dans l'Overworld. Henry est émerveillé. Nathalie fronce les sourcils. Garrett harcèle une pauvre brebis rose, convaincue qu'elle cache des trésors. Tombée la nuit, les squelettes arqués, zombies gémissants et araignées cavalières les attaquent. Séparés, Garrett survit en creusant sa première galerie comme un débutant paniqué, tandis qu'Henry, armé de son instinct de gamer, comprend qu'il peut casser des blocs et bâtir un refuge en bois. Les choses tournent mal jusqu'à l'arrivée d'un vétéran. Steven surgit, maîtrise épée en main et fait lever le soleil sur un champ de sang. Il se présente, réclame le cube pour sauver Dennis, prisonnier de Malgocha, et propose de raccompagner les humains chez eux une fois la mission accomplie. Au même moment, un villageois curieux traverse le premier portail jusqu'au monde réel et se fait heurter par la voiture de la sous-directrice, qui tombe immédiatement amoureuse de ce géant cubique mal rasé. Dans l'Overworld, Steven emmène ses nouveaux alliés dans sa maison de village. Il leur montre les golems de fer qui protègent les habitants, rend hommage à un cochon couronné, clin d'œil à Technoblade, et leur fait goûter un poulet rôti à la lave encore brûlant. Garrett trouve une perle de l'End et, malgré les avertissements, se téléporte par curiosité. Enthousiasmé, Henry commence à inventer gadgets et pièges. Steven dévoile un arsenal de TNT, fusées, élytres et armures diamants destinés à une expédition dans la gigantesque manoir Piglin où ils espèrent des ressources cruciales. Mais Malgocha, furieuse de l'inaction de son général Chongus, envoie un nouveau commandant, le Grand Porcin. Elle abreuve ses troupes de verrues du Nether pour qu'elles résistent à l'Overworld, puis lance l'invasion. Les héros pris de court doivent fuir. Steven distribue ses dernières élytres. Henry part en éclaireur, Garrett sert de monture volante improvisée à Steven, et tous plongent dans une course aérienne. Piglins montés sur Ghasts à leur trousse. Ils s'écrasent finalement près d'une famille de pandas en plein baptême. La fuite devient périple souterrain. À la recherche des diamants cachés de Steven, ils sentent soudain l'odeur rance des Piglins. Le Grand Porcin surgit, char d'obsidienne lancé, accompagné d'une armée de creepers.
Steven provoque une explosion en chaîne pour freiner l'ennemi et sauver son équipe, mais la confiance entre Garrett et Henry s'effrite. L'un veut les gemmes, l'autre le rappelle à la réalité. La dispute éclate, puis se résout quand Henry rappelle l'importance de leur groupe. Le ciment est posé, l'aventure continue. Ils atteignent enfin le manoir. Pour divertir les piglins, Garrett accepte un duel d'arène contre leur meilleur guerrier, un poussin monté par un zombie miniature aussi rapide qu'une balle. Pendant que les spectateurs hurlent, Henry pille les coffres. Mais un Enderman le surprend. Henry, par réflexe, le regarde dans les yeux et déclenche la colère du géant. Après un combat de nerfs et de téléportation, il terrasse la créature et empoche la perle. À la sortie, Malgocha les attend, dérobe Cube et Perle et laisse son armée nettoyer les traces. Coincés, les héros paraissent condamnés, jusqu'au sacrifice de Garrett, qui détourne les piglins pour permettre la fuite des autres. Agrippé à un ghast affolé, il s'échappe avant de s'écraser d'épuisement dans une clairière. Nathalie et Dawn, séparées, survivent de leur côté. Elles tombent sur Dennis, transformé en loup sauvage. Dawn l'apaise avec un os, espérant qu'il les guide vers Steven. Quand le groupe se reforme, Steven raconte l'origine de Malgocha. Désormais, munie du cube de création, elle peut remodeler chaque monde à son image sombre. Les héros élaborent un plan désespéré. Infiltrer le chantier du portail géant que les piglins bâtissent pour envahir la Terre, voler le cube et utiliser l'imagination, l'arme que Malgocha méprise, pour lever une armée de golems improvisés. À la tombée de la nuit, des silhouettes d'argile, de citrouille et de fer se dressent derrière les murailles, tandis que Malgocha, confiante, pronostique la défaite de ses adversaires. Un piglin nerveux frappe le premier golem, déclenchant une mêlée titanesque. Les golems avancent, labourant les rangs porcins. La sorcière appelle alors le grand porcin, plus colossal que jamais. Henry dévoile leur atout final, un golem spécial, forgé d'alliages secrets et animé par le totem et les artifices volés. Pendant ce chaos, Steven, armure diamant étincelante, croise le fer et la magie avec Malgocha, chaque coup déclenchant des gerbes de particules multicolores. Nathalie sécurise la zone pendant qu'Henry s'infiltre pour reprendre le cube. Le grand porcin, comprenant la manœuvre, abat un éclair sur le garçon. Henry bascule du sommet de la structure, juste à temps pour que Garrett, revenu sur le dos d'un ghast capturé, le récupère au vol. Luttant contre le vent, ils remettent le cube à Nathalie qui alimente le golem spécial. Celui-ci terrasse enfin le grand porcin et disperse l'armée, brisant le moral des piglins. Malgocha, isolé, vacille. Steven lui ordonne de retourner au Nether et de ne jamais réapparaître. La paix revenue, Steven libère Dennis et propose aux humains de regagner leur monde. Mais, sur le seuil du portail, il hésite. Le regard de Dennis, la beauté naissante d'un lever de pixels soleil le retiennent. Finalement, chacun rentre avec un cadeau invisible. Garrett relance sa carrière en développant un jeu inspiré de leur aventure, transformant ses amis en personnages jouables. Nathalie, forte de ses stratégies de survie, devient coach et conférencière. Henry, propulsé par l'expérience, perfectionne son jetpack et enchaîne les démonstrations volantes qui électrisent son lycée. De son côté, la sous-directrice Marle en pince toujours pour le villageois au crâne carré. Elle apprend même son dialecte grogné, tandis que lui baragouine l'espagnol,